Alors je commence par quoi? Vous voulez savoir d'abord mes origines? Alors je m'appelle Martin Pedro, je suis d'origine espagnole. Et mon engagement dans la résistance est consécutif justement à mes origines. En 1936, la révolution éclate en Espagne. Franco, après 3 ans de combat, prend le pouvoir, avec l'aide naturellement des troupes allemandes et de Mussolini. Et alors, mes cousins, qui avaient à l'époque entre 18 et 20 ans, se sont engagés dans les brigades internationales pour combattre Franco et sauver la République espagnole. En 1939, la guerre éclate en France. La France déclare la guerre à l'Allemagne et en 1941, le 22 juin, Hitler attaque la Russie. Le Parti communiste, à l'époque, surgit, sort de l'ombre. Et les attentats deviennent donc de plus en plus nombreux. Les attentats devenant de plus en plus nombreux, les Allemands deviennent de plus en plus méchants. On enferme les syndicalistes de haut niveau, et puis on commence aussi à fusiller certaines personnes. Des attentats dans le métro, des Allemands qui sont abattus, et alors là, naturellement, le combat clandestin commence. Alors, on arrive à ce que je suis devenu à cause de ça. Mon cousin et puis moi, on avait le même sac où on mettait nos affaires. Et un soir, croyant prendre mon sac, j'ai pris celui de mon cousin. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait plein de tracts anti-allemands. Il me tombe dessus au même moment. Il me dit, ben maintenant, puisque tu sais ce qu'il y a là-dedans, eh ben, je vais t'en donner, puis tu vas faire comme moi. Alors avant de partir le soir, quand il y en avait, il me donnait un paquet de tracts que je mettais dans les boîtes aux lettres avant de rentrer à la maison. Le combat clandestin commençait. Alors au début, c'était de la propagande. Et puis un jour, le père Fauger me dit tu ne vas plus travailler avec moi. Je vais te présenter à quelqu'un d'autre, tu vas te présenter. Alors je vais donc voir le bonhomme. Et il me dit dorénavant, tu vas faire attention à ce que tu dis. Tu ne me connais pas. Tu vas avoir des contacts avec des personnes. Tu ne les connais pas. Tu ne connaîtras jamais leur nom. Et tu vas te taire parce que ce que tu vas faire, personne ne doit le savoir. Peut-être que tu es appelé à me revoir. Peut-être. Mais peut-être que tu ne me reverras plus jamais. Donc, j'ai eu ce contact. Et puis un jour, dans ma boîte aux lettres, il y avait un chiffon. Et puis, il y avait une adresse dessus. Et alors, quand on allait à un endroit, à une certaine heure, il fallait toujours y aller 5 minutes avant, faire le tour pour voir s'il n'y avait pas un peu de police qui traînait dans le coin, parce qu'on les repérait quand même. Hein. Alors, j'y vais, le jeudi, c'était un samedi après-midi, et je vois ces 4 gars qui étaient en train de jouer aux cartes, ou qui faisaient semblant de jouer aux cartes. Bon. Alors, ils me regardent et je lui dis, papa, simplement ça. C'était le mot de passe. Papa. C'était un groupe qui préparait un coup. Il fallait rentrer au fond d'Aubervilliers pour voler du matériel. Le jour dit, la nuit tombée, il y avait donc le mur du fort d'Aubervilliers, et là, il y avait des jardins ouvriers. Et il y avait un jardin qui avait été repéré, c'était le jardin d'un prisonnier de guerre. Il avait une cabane, là, qui était donc abandonnée. Et alors, la suite consistait à rentrer dans le fort, en sautant le mur, aller chercher toutes les boîtes de pharmacie, un gars à l'extérieur, c'était moi, qui prenait donc les boîtes à pharmacie et qui les emmagasinait dans la cabane de jardinier. Donc, on a fait le coup, Je vais vous dire que quand on fait un truc comme ça,
On les sert, hein. Ah ouais, on rigole pas. Il y en a qui me disent combien de fois, t'as eu peur? Si j'ai eu peur, cette connerie, bien sûr que j'ai eu peur. Voilà. Ça, c'est le premier coup, le bon coup que j'ai fait. Pendant ces années-là, vous avez jamais su qui vous envoyait les instructions? Avec les petits chiffres Non, dans vos boîtes à lettres. ah non, les noms, alors les noms, non. Non, vous savez. Alors je pouvais trahir personne. D'accord. Ouais. On appelait ça, à l'époque, on appelait ça les triangles. C'était fermé. Il y avait par exemple, j'aurais pu donner Froger. Mais après lui, non, je vois pas. Oui, il y avait déjà fugitivement des gants qu'on a vus, comme les 4 copains que j'ai connus. Je les ai jamais revus pour faire le coup au fort d'Aubervilliers. Je les ai jamais revus. Mon groupe, à moi, c'était une soixantaine, coupé par petits groupes comme ça. Mais j'avais affaire à un groupe de communistes. Je ne le savais même pas. Vous, l'acte de résistance, ça a toujours été ça vous est toujours apparu comme une évidence? Vous vous êtes jamais dit, c'est peut-être un peu trop dangereux? Vous avez ça, on pas savait. senti la difficulté de vous Ça, engager? on le savait. On savait si on se faisait prendre, ça allait avoir des conséquences énormes. La peur, la plus grande peur qu'on avait, c'est d'avoir nos parents se faire fusiller à cause de nous. Début 43, le mois de mars. Alors Manigat me dit, tu vas aller au 4 août de la Courneuve, tu verras là, il y a un pharmacien. Alors j'arrive, salut, le mot de passe toujours, papa. Et puis, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors celui qui était présagé, il dit, on monte sur la route du Bourget, il y a 19 camions d'alignés en partance pour l'Italie. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Alors on soulève les vaches, c'était des camions pas achetés. Les camions étaient vides. Alors le plus âgé, il dit, mais on ne va pas s'en aller comme ça. On va leur faire une vacherie, hein, on ne peut pas partir comme ça, c'est pas possible. On ouvre les réservoirs à essence, et les paquets de papier à cigarette, on les ouvrait et on jetait ça dans les réservoirs à essence. Alors on a commencé, quand on est arrivé à la Boîtier, on a entendu aboyer les sentinelles, et puis, pam, on nous a tiré dessus. Inutile de vous dire que là, une peur, une envie de courir, hein, c'est le moment de le dire. Ça fait qu'on s'est mis à courir, et le plus jeune de nous trois a été blessé. Il a été touché. Alors il est tombé, mais nous, on ne peut pas le ramasser. Hein, on les avait sur le dos, les sentinelles, donc on est parti. Moi, je suis rentré dans ma chambre. Je rigolais pas, hein. Je me suis dit, le gars, il a été ramassé, hein. Il a été blessé, donc il a été ramassé par les sentinelles. Et puis après, il a parlé. Sous la torture, il a parlé. J'allume en vitesse le foyer qu'on avait, là, avec du petit bois qu'on avait, tout ça. Et puis, tous mes restants de papier, de trac et tout ça, que je cachais dans un coin, je les ai pris pour les brûler. Tout de suite, j'étais en train de les brûler, et derrière moi, j'entends « haut les mains ». Il y avait 2 flics qui étaient dans le bol d'escalier. J'étais fait. J'étais arrêté. C'était la brigade spéciale antiterroriste qui avait été mise sur pied par des anciens inspecteurs de police pour avoir double salaire payé par les Allemands. Vous voyez, la trahison. Il ne faut pas oublier que les Juifs arrêtés pour aller au four crématoire, c'est la police française qui les a arrêtés. L'administration judiciaire française, c'est celle qui a le plus collaboré de toute l'Europe avec l'Allemagne. Ça fait partie de l'histoire. Il faut le souligner. Ils m'emmènent donc, ils me mettent dans la voiture, et puis ils m'emmènent rue des Saussets. Et c'était la Gestapo. C'est là où atterrissaient les terroristes. J'avais 17 ans, j'étais devenu un terroriste. Voilà.
Il arrivait dans une salle. Il y avait un bureau avec un officier allemand, une chemise, et puis il y avait une chaise en face de lui, à peu près à cette distance-là. On m'a attaché, et interrogatoire. Une sorte de javet. Bon. Des questions, pas, pile, pas. S'ils vous ont maltraité comme ça, il n'y avait pas vraiment de raison, parce qu'au final, ils vous ont pas posé de questions précises. On vous pose des questions auxquelles on ne répond pas. Parce que on s'était mis d'accord d'abord au départ. On avait dit, s'il nous arrive quelque chose, on dit simplement que par curiosité, on revenait du cinéma, et par curiosité, on a regardé ce qu'il y avait dans les camions, puis c'est tout. Oui, mais qui est-ce qui vous commande? Vous avez reçu des ordres, vous avez reçu des instructions, quels sont vos chefs? Patati, patata, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Ils m'ont fait une fracture du crâne, j'ai perdu mon oreille, j'ai perdu la moitié de mes dents, toutes les lèvres, ils m'ont cassé la pommette, ça ne se voit pas, des coups de pied des côtes cassées. Tout ça, ça a duré 5 jours. J'aime mieux vous dire que quand le premier coup, ça va. Le premier coup, ça va encore. Mais quand tu as passé au tourniquet comme ça, et puis qu'on recommence à taper dessus, c'est quelque chose de terrifiant. Et puis 5 jours après, ils m'ont fait monter l'escalier, et puis ils m'ont jeté, j'étais complètement évanoui, ils m'ont jeté dans la paille, dans une salle où il y avait au moins une vingtaine de personnes. Je suis resté là jusqu'à fin mars, et fin mars, ils m'ont envoyé à Compiègne. Compiègne, c'était le camp de transit, c'est de là que partaient tous les convois pour les camps de concentration, les camps de la mort en Allemagne. On appelle ça les camps de la mort, pourquoi? Parce qu'on était là pour mourir. Mais avant d'être liquidé, avant de mourir, on subissait le système concentrationnaire qui consistait à nous faire travailler 12 heures par jour ou 12 heures par nuit avec 1 litre de flotte, de rutabaga, je peux dire de la flotte parce que c'est pour ça qu'ils nous nourrissaient, le midi ou le soir. Si c'était pas là, c'était l'autre. L'autre, c'était 1/4 de boule de pain avec une cuillerée ou de confiture ou de marmelade à moitié liquide. Et ça, mon gars, je l'ai vécu pendant 2 ans. La vie d'un homme, où je suis passé, ça coûtait rien. Un homme, ça passait, ça mourait, c'était remplacé par d'autres. Tous les jours, quand l'appel était fait, elle était faite en musique. Ils nous jouaient du Mozart, enfin, des trucs comme ça. Et puis il y avait les morts, il y avait les gars qui tombaient morts et ils continuaient à jouer, les gars. Et nous, on entendait ça. Et quand on nous disait aller au travail, disant embauche, naturellement, en allemand, on enjambait ces cadavres-là pour aller au travail. Et après, il y avait la voiture qui passait pour les ramasser, pour aller au four crématoire. On mourait ou de faim, ou des services, ou du travail. C'était ça, au bout du chemin, c'était la mort. Tu vois des cadavres tous les jours. Tout ça à 17 ans. Tu le vis, et puis tu veux vivre. Surtout, tu veux vivre. Et pour ne pas mourir, il ne faut pas non plus tomber dans la dégueulasserie, parce qu'il y en a pour ne pas mourir qui sont capables de faire n'importe quoi. Tout faire pour ne pas devenir comme eux, pour une assiette de soupe. Ah oui, tout faire pour rester quelqu'un, pour rester un être humain. Nous, on a résisté à ça. On est restés des hommes. Tu comprends? J'ai rencontré des assassins. J'ai rencontré des hommes sans scrupules
qui tuaient pour le plaisir de tuer. J'ai vécu ça. Puis il y avait les autres, ceux qui tenaient la route. Des gars extraordinaires, au milieu de tous ces crimes, là, de ces bassesses, de cette cruauté, et j'ai connu des hommes extraordinaires, des gars d'une valeur. J'ai connu ça. Étiez-vous au courant du débarquement Voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Alors, donc, le 6 juin, on était au camp, bien sûr, on voit un branle-bas on peut dire un branle-bas de combat dans les rangs de ceux qui nous gardaient, des capots et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était un débarquement. Alors nous, on était tellement fous de joie, ils ne pouvaient pas nous empêcher de l'avoir. Oui. Bah, on l'avait appris par les propres civils qui travaillaient avec nous, au milieu de nous. On l'avait appris là. Ça a fait un tam-tam terrible. Hein. Alors bon, ça s'est fait comme ça. Et puis après, tout est rentré dans le calme. Et dans notre esprit, on s'est dit, ça y est, dans 15 jours, on rentre à la maison. Hein. Mais c'était pas vrai. Seulement, on ne nous tapait plus comme on nous tapait. C'est ça qui avait changé. Ils nous épargnaient. Mais ils ne pouvaient plus nous donner à manger, ils n'en avaient même plus pour eux. Sur les instructions que nous avions là, moi j'avais le 65 518, voyez-vous. On est obligé de s'en rappeler. Hein. On était arrivé à 148 000. Il restait 18 000 au camp. Plus 1500, 1800 au Révire. Voilà ce qui restait. Tout le reste était mort. C'est pour vous dire que quand on sort de là-dedans, on l'a eu pour. Quand c'est les Russes qui vous ont délivré le camp, vous le saviez à l'avance ou... Ah bah tiens, je vais vous raconter encore une histoire là-dessus. Le soir du 22 avril, un vacarme terrible et puis la porte du camp qui saute. Et alors là, arrive un soldat soviétique, hein, avec ma mitraillette. Il regardait partout. Et puis, ceux qui tenaient debout se sont levés pour aller au-devant de lui. Et il a posé sa mitraillette. Il a pleuré. Il a pleuré comme un gosse. Ah oui, quand il a vu les squelettes qui arrivaient. Hein. Et j'y suis allé, moi aussi. Je me suis traîné. Et je suis allé, puis on s'est embrassé. Ah oui. C'était un môme, il avait peut-être mon âge. Le front était toujours là, en tout cas pas loin. Et puis le lendemain, on était tous sur nos paillasses, quoi. Et ils sont passés, les officiers russes sont passés, en disant, ceux qui peuvent marcher, qu'ils s'en aillent, ceux qui ne peuvent pas marcher, on va les prendre en camion, on s'attend à une contre-attaque. On se lève, et puis on se regroupe à 8 gars, 8 Français. Alors on est sur la route, et là je tombe. Je tombe par terre, les bras en croix, je ne pouvais pas aller plus loin. Et alors, à contresens, pareil que nous, arrive une conduite intérieure, une grosse conduite intérieure, qui s'arrête. Alors, ils m'ont pris, et à l'arrière de la voiture, qui était une conduite intérieure, il y avait 3 généraux russes. Ils m'ont allongé sur les genoux des officiers russes. Parole d'honneur. Et le 21 juin, jour d'été, j'étais rapatrié en France. J'ai été rapatrié par avion sanitaire parce que j'étais pas transportable. Ils m'ont débarqué au Bourget. Il y avait l'ambulance qui m'attendait. Et j'ai fait 7 mois d'hôpitaux. 7 mois. Ils me nourrissaient toutes les 2 heures parce que mon estomac refusait la nourriture. Et j'avais les poumons, je vomissais le sang. Et puis, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est d'être encore avec vous. Hein. C'est là que j'ai fêté mes 20 ans.
Quand on a 20 ans, on a tous les espoirs. Donc j'ai cru comprendre que vous vous engagez beaucoup auprès des nouvelles générations pour expliquer votre histoire. Oui, je l'ai fait beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est dans un simple souci de retransmission pour qu'on soit au courant, ou est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que vous avez un peu un sentiment d'indignation et que quelque part il y aurait une nécessité de résistance que nous on devrait faire pour perpétuer un peu. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu me demandes. Il y a beaucoup de choses. Moi, je considère que nous sommes des messagers de la mémoire. On a voulu vous renseigner, vous, les gosses, vous, les jeunes. Et on s'était dit aussi, quand on était au camp, on s'était dit les uns et les autres, il faut qu'on tienne le coup. Il faut qu'on tienne le coup pour raconter ce qu'ils nous ont fait, ces fumiers-là, en parlant de ces assassins, enfin on les traitait de tous les noms. Moi, le gamin, je me trouvais au milieu d'adultes et ils disaient, quand on va rentrer en France, on va faire ceci, on va faire cela, voilà, on va faire un beau pays, on va faire comprendre que les imbécilités, les bêtises de nos politiciens, voilà où ça nous mène et tout ça. On avait tout ça à l'esprit. Moi, j'écoutais tout ça. On disait, ça va être chouette. Et puis aujourd'hui, quand on constate la situation de notre pays, on se dit, c'est pour ça qu'on voulait. Quand on voit un pays avec 3,5 millions de chômeurs, c'est pour ça qu'on voulait. Quand on voit des millions de gens qui viennent chercher la soupe de l'abbé Pierre, c'est pour ça qu'on voulait. Mais malgré tout, comme on a l'espoir chevillé au corps, on se dit, quand on voit tous les gosses, on se dit, faut continuer. J'en ai assez dit, j'en ai assez. Résister se conjugue toujours au présent. Il n'y a pas d'histoire, c'est la vie qui le veut. Alors allez-y les gars. Merci beaucoup. Oui.